Louis XIV, le roi Soleil. Le journal secret de Louis XIV partie 9. Alors bonsoir à tous et bienvenue pour cette 9e partie du journal secret de Louis XIV et nous allons commencer par l'année 1696. Le 1er janvier, Madame de Maintenon, reine sans couronne de ce royaume, fit caduque et rendit fausse la proposition du sieur La Bruyère. Il ne manque rien à un roi que des douceurs d'une vie privée, dit-elle. Comme tous les ans, nous assemblâmes le chapitre de l'ordre du Saint-Esprit. Le 3 janvier, j'annonçois à Dangeau que je la vois fait conseiller d'état d'épée. Madame, persuadée que Dangeau se nommoit en réalité d'Angeux, l'accuse de redoubler sa particule à la façon d'un parvenu ou d'un bourgeois gentilhomme. Bref, de se faire appeler Monsieur d'Angeau à l'opposé, et se trompant non moins d'Espréau Boileau, fille de mon ami Dangeau, un homme issu d'un sang fécond en demi-dieu. Le 4, je fis 16 lieutenants généraux, 30 maréchaux de camp et pas moins de 59 brigadiers. Le vendredi 13, c'est mon 3e jour à Meudon, nul ne reçoit mieux que Monseigneur. Le samedi 21 janvier, la dame Guyon, qui toujours dogmatise à l'envi, est présentement enfermée à Vincennes. Cette imprudente avoir trouvé le moyen de se longtemps dissimuler au faubourg Saint-Antoine. Mercredi 15 février, Monseigneur ne cesse de courir le loup. Chasser le noir fut toujours le sommet de la vénerie. Du 1er mars, en pleine douille, je n'eus plus à passer en revue le régiment de mes gardes françoises et celui de mes gardes suisses, tout vêtus de neuf. Le 7 mars, mon cousin Jacques II, légitime roi d'Angleterre, lequel est encore à Calais, n'ayant reçu aucune confirmation d'un soulèvement en sa faveur, nous allons renvoyer partie des bâtiments armés pour lui. La flotte du prince d'Orange, usurpateur d'Angleterre, s'est toi au contraire renforcée pour lui barrer le passage. 20 mars, le Parlement enregistra notre édit de ce mois, noblissant 500 personnes de mérite et capables d'y mettre le prix. Un autre édit de mars crée une nouvelle compagnie pour le commerce des Sénégal, Cap-Vert et Côte d'Afrique. Le 17 avril, une flotte ennemie vint bombarder Calais il y a quelques jours. Du 22 avril, fête de la résurrection, le sermon du père Séraphin, à bon escient recommandé par Madame de Maintenon, fut excellent et nous toucha fort. Bontemps m'a rapporté que ce n'était point l'opinion de tous. Ainsi, le jeune duc de Saint-Simon, toujours soucieux de se faire remarquer, moque-t-il ses sermons à la Capucine, où l'on répète chaque phrase en criant très fort. 26 avril, on sut la mort de Madame de Sévigné, Nirabutin, à Grignan en Provence, chez sa fille. Cette femme s'élève par sa beauté et son esprit, le double tort d'être frondeuse puis amie du Port-Royal, mais son art d'épistolière, fidèle l'émule de Pline et de Cicéron. À ce titre, on dira peut-être demain qu'elle honora le présent siècle. Le 10 mai, il y a plusieurs jours que je fis Gabaret, commandeur de Saint-Louis. Les marins se distinguent chaque jour et nous ne saurions assez les récompenser. Il paroit que vient de mourir à Versailles le sieur La Bruyère, homme de lettres, commensal de la maison de Condé. 30 mai, on sut que les bâtiments ennemis abandonnèrent le blocus de Brest. Monsieur le duc de Savoie est bien tenté de rejoindre le camp de la France. Son ralliement nous sera fort utile, mais il ne sera point gratuit, hélas. Le 25 de juin, le 18 de ce mois, le chevalier Barre, commandant une petite escadre de nos vaisseaux, attaqua la flotte marchande hollandoise à la mer Baltique, laquelle était composée de 110 voiles et escortée de 5 frégates. Barre s'empara des frégates, puis il brûla 2. Il mit le feu ensuite à la plus grande partie des marchands. Enfin, il ramena tous les autres à Dunkerque. Cela se passa près de Texel. On assure que la perte des ennemis est supérieure à 6 millions. Les Hollandois, qui sont grands économes, ne manqueront point d'estimer que l'ambition du prince d'Orange leur coûte cher. Du 27, nous parlâmes plus haut du décès de La Bruyère. On me fit lire 4 vers à sa gloire qui sont de la plume de Boileau d'Espréau. Tout esprit orgueilleux qui s'aime, par ses leçons se voit guéri, et dans son livre si chéri, apprend à se haïr lui-même. Le roi de Pologne, Jean Sobieski, mourut le 17. Il avoit écrasé l'armée du Grand Turc en 1683 aux portes de Vienne. Le 32 juin, je sus que cette fois, le duc de Savoie est sur le point de quitter la ligue de nos ennemis, et même de nous aider à chasser les impériaux du Milanais. On devra payer ce revirement du don de Pignerol. Il y a promesse de mariage princier pour sceller cette amitié nouvelle.
Du 28 juillet mourut à Versailles M. de Croissy, ministre et secrétaire d'État des Affaires étrangères. Il était frère du grand Colbert et avoir remplacé M. de Pomponne qui répugna aux réunions en 1679. À la timidité de son prédécesseur succéda une audace prudence mais fort efficace. Je laisse roi au marquis de Torcy, son fils, la charge de secrétaire d'État, dont il a la survivance et à l'intention de laquelle il fut formé, comme l'avait été Seignelay jadis, pour la marine. Ces préparations sont toutes à l'honneur de la famille Colbert. Le 2 août, j'ai signé ce matin à Trianon le contrat de mariage de M. de Torcy avec la fille de M. de Pomponne, puisque ce dernier reprit sa place de ministre d'État après la mort du marquis de Louvois. Je souhaite qu'il serve quelque temps de mentor à son futur gendre. Ainsi, il sera utile pour recevoir les ambassadeurs. J'ai su qu'à Turin, tout le monde parloit désormais de l'Alliance françoise. Durant le mois de juillet, les bâtiments ennemis bombardèrent l'île de Ré et les Sables d'Olonne. Pendant le même temps, Dieu merci, la trêve fut effective en Piémont. 13 août, M. le marquis de Torcy épouse à ce jour à Saint-Eustache à Paris, mademoiselle de Pomponne, dite Arnaud. Le 29 août sera signé aujourd'hui à Turin un traité entre la France et la Savoie. Il reproduit le pacte secret du 29 juin. Nous rendrons Pignerol à M. le duc de Savoie et notre petit-fils, le duc de Bourgogne, épousera la princesse de Savoie. Je ne puis que me réjouir de ce dernier article, mais l'abandon de Pignerol est un grand sacrifice consenti à la paix. Le 4 septembre, je signois ma déclaration pour une recherche des usurpateurs de la noblesse, celle de Colbert qui débuta l'an 1666, fut arrêtée en 1674. J'aime que ma noblesse soit comme un corps vivant et une compagnie ouverte. Je n'ai point aimé notre édit de mars qui vendoit 500 lettres d'anoblissement, ce qui n'est toi qu'expédient. Au contraire, il me plut infiniment avoir anobli Gabaret, Ducasse et Barre, avoir anobli le sieur Riquet, lequel fit creuser le canal des deux mers, la merveille de l'Europe, et bien d'autres. En même temps, je hais les usurpateurs qui recherchent de vivre dans la paresse et l'oisiveté sous prétexte de vie noble. En réalité, afin d'échapper à la taille, le sentiment noble est autre. Il est de servir le roi, l'État, la nation, le pays, la patrie, le public. Au verbe servir, il est beaucoup de compléments. Je veux bien d'ici, à la paix générale, anoblir un carteron de capitaine valeureux. Je ne saurois protéger les usurpateurs de noblesse, serviteurs non du royaume de France, mais de la déesse Vanité. Le 13 septembre, un Tidum a été chanté ce jour à Notre-Dame de Paris, en action de grâce pour la paix conclue à Turin avec la Savoie. Dans 2 jours, Dieu vous lancera signer là-bas le contrat de mariage du duc de Bourgogne avec la princesse Marie-Adélaïde de Savoie. Le 29, l'alliance nouvelle se voit désormais dans les faits puisque le 24, M. le duc de Savoie et M. de Catinat ouvrirent ensemble la tranchée devant Valenza. Notre action conjuguée ne tardera point à expulser du Milanais les troupes impériales et espagnoles. Du 20 octobre, la princesse de Savoie fut reçue le 16 à la frontière au pont de Beauvoisin. Le 4 novembre, je partis de Fontainebleau après mon dîner pour être à Montargis vers 5 heures. La princesse ne tarda guère. Elle était encore en son carrosse que je l'embrassois, les doigts à descendre, puis je la conduisis en ses appartements, lui présentant au passage Monseigneur et Monsieur. Elle n'est que grâce et modestie. Elle a la taille la plus belle du monde, elle est habillée à peindre et coiffée de même, elle a de beaux yeux vifs, un teint clair, de longs cheveux noirs, la bouche vermeille, ses dents sont blanches mais mal plantées. Ses mains sont faites, ses lèvres un peu grosses. La princesse de Savoie parle peu mais ne manque point d'aisance. Elle est plutôt petite mais a de la grâce. Je ne lui reprocherai que de ne point encore faire la révérence à la Françoise. À table, elle s'est fort bien tenue, n'a manqué de rien, et sa politesse enchante tout le monde. En bref, ma petite bru me convient. Cette jeune dame va réveiller et rajeunir Versailles. Le 5, allant de Montargis vers Fontainebleau, nous rencontrâmes près de Nemours le duc de Bourgogne, venu au devant de sa fiancée. Et il se cassa sur l'estrapontin du carrosse. Dès notre arrivée à Fontainebleau, je fis tenir à la jeune princesse les pierreries de la couronne. Nous avons adopté de tout cœur cette charmante Marie-Adélaïde. Du 8, voilà cette jeune princesse dans le décor de Versailles. Je la conduisis dans le grand appartement de Madame la Dauphine, durement préparé à son intention, superbement meublé, et qui sera sa demeure jusqu'à ce qu'elle soit mariée au duc de Bourgogne. Le 9 novembre, un édit prescrit de notre part la confection d'un armorial général. Moyennant finance, les nobles de ce royaume et les bourgeois distingués verront registrer le blason de leurs armes.
Du 10, Monseigneur lia aussitôt amitié avec la princesse de Savoie. De mon côté, je vas lui donner 2 maîtres pour la danse et pour le clavecin. On en fera sans peine une princesse accomplie. Elle n'a que 12 ans, nous voulions pour décorer ce château de l'enfance, beaucoup d'enfance. C'est une enfant et charmante et nous avons là pour tenir ce programme. Nous ne la marions que dans 1 an ou davantage. Elle est comme un otage, garante de la réconciliation franco-piémontoise. Mais comment nommer otage la fiancée innocente et si gaie de notre petit-fils? Il est assuré que ce gracieux petit oiseau se plaira dans sa cage dorée. Le 31 décembre, cette année, vit la fatigue des 2 camps. Aucune action terrestre d'importance ne fut à signaler, mais notre marine multiplia les succès et l'ingénieur Petit Renaud rendit meilleure la défense des îles Françoises et de l'Amérique. La défection du duc de Savoie a mis le plus grand trouble parmi la ligue adverse. Nos dépenses des bâtiments furent ainsi modestes que celles de l'année précédente. 1 738 000 livres, dont 259 000 pour Versailles et 190 000 pour Marly. L'an 1697. Du 1er janvier, je donnois des étrennes à ma famille, augmentant même celle de Monseigneur. Du 3, il part à Troyes que les Hollandais, enfin, souhaitent la paix. Ce n'est peut-être pas le cas du prince d'Orange. Le mardi 22, M. d'Argenson, maître des requêtes, succède comme lieutenant général de police à M. de Larigny, premier titulaire de cette charge qu'il exerçoit depuis 30 ans. Il donne pour cela 150 000 livres. 25 de février, je fis don à mon ami d'Anjou d'une épée de diamant. L'archevêque de Cambrai publie une explication des maximes des saints qui vient au secours de Madame Guyon et de la secte quiétiste. J'ai donné commission à messieurs de Halais, de Crécy et de Calière pour négocier la paix avec les provinces unies. Le 15 mars, M. de Meaux va m'apporter son dernier livre. Il a pour titre « Instructions sur les états d'oraison » et, tout à l'opposé de M. de Cambrai, il censure vigoureusement le quiétisme. Du 25 mars, dans son serment de la Cour, le père de la Rue soutint les thèses de M. de Meaux et condamna implicitement celles de M. de Cambrai. Du 32 mars, M. de Gabaret, lieutenant général de nos armées navales, mourut à Rochefort, où il commandoit la marine. Le 2 avril, 5 armateurs de Saint-Malo, ayant attaqué la flotte de Biscaye, prirent 3 vaisseaux de guerre et 15 navires marchands. La prise vaut 2 millions ou davantage. Du 7 avril, jour de la résurrection, messieurs de Langeron et de Relingue firent fait lieutenants généraux de marine et nous fîmes chef d'escadre le chevalier Barre. Notre marine va excellemment et se distingue sans cesse dans la guerre au commerce. Le 20 à Marly, hier et puis aujourd'hui, je passois en revue les compagnies des gardes du corps qui sont la crème de ma maison militaire. Du 12 de mai, les conférences de la paix ont débuté à Ruysvik. Du mardi 14, je commence à dater de notre règne le 55e an, et cela ne me rajeunit point. Le 17, je fis admirer au père de la Chaise mes jardins de Marly. Du 7 juin, le maréchal de Catinat reçut la reddition d'ATH. Monseigneur fit venir et fort beaux chevaux de son haras de Normandie. Du 15, on assure que les Polonois souhaitent pour roi le prince de Conti et non l'électeur de Saxe. Rien pourtant n'est moins assuré. Le 28 juin, M. de Vendôme me fit savoir qu'il avait ouvert la tranchée devant Barcelone. Du 10 juillet, j'appris que l'électeur de Saxe songe à quitter la religion luthérienne. S'il devient catholique, ses chances augmentent fort du côté du trône de Pologne. Pourtant, nous continuons de recevoir des nouvelles favorables au prince de Conti. Le 11, on apprit que, le 27 juin, M. le prince de Conti avait été élu roi de Pologne. J'en fis aussitôt avertir monsieur et le roi Jacques II. Du 6 août, je fis le comte de Toulouse, lieutenant général. Du samedi 10 août, M. de Pointis et le sieur Ducasse ont fait le blocus de Carthagène des Indes en Amérique, riche place espagnole, laquelle capitula le 3 mai et fut pillée. Rien qu'en lingots d'or et barres d'argent, ce pillage rapporte, si les vaisseaux ennemis ne contrarient point le retour des nôtres, 9 millions. Un premier bâtiment est arrivé à Brest par qui nous apprenons ces détails, lequel rapporte à lui seul 1,5 million. Du jeudi 15, pour cette fête de Notre-Dame, de l'été, je fis mes dévotions à la chapelle du château de Versailles. Ce soir vinrent les bonnes nouvelles de Catalogne. Barcelone a fait sa reddition entre les mains du duc de Vendôme. Mon neveu se place au rang des généraux heureux. L'événement va sans nul doute engager l'Espagne et l'empereur à traiter. Le 1er septembre, après les adieux touchants, je fis partir de Versailles, après dîner, le prince de Conti décidé à gagner la Pologne pour lui-même se mettre à la tête de son parti.
Je le dotois de 2,5 millions. Le chevalier Bar se fait fort de le mener heureusement, bien que les vaisseaux anglois soient toujours à bloquer Dunkerque. Que Dieu protège le prince de Conti. Sa tentative n'est point sans risque et ses chances restent limitées. Tant la conversion de M. l'électeur de Saxe jeta le trouble chez les seigneurs polonois. Du 2 septembre, par son audace et son talent à la manœuvre, M. de Pointys a forcé l'entrée de Brest, que surveilloient 6 vaisseaux anglois. Le total de ses prises à Carthagène, des Indes, fait plus de 10 millions. 5 septembre, le sieur d'Orbay mourut hier à Paris. On lui doit quelques beaux travaux, exécutés avec ou après ceux de Levaux, mais il n'avoit point les talents suffisants pour devenir notre premier architecte. Du mercredi 18, je ne This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. puis empêcher M. le Pelletier, ministre d'État, de se retirer. Cela me fit peine, car je l'estime moi fort. J'avoue confiance en lui et je l'ai moi beaucoup. Du 23 ont été signés à Ryswick les traités avec l'Angleterre, avec l'Espagne, avec les Provinces-Unies, et ceux les 20 et 21 de ce mois. Le 9 octobre, le prince de Conti fut à Danzig, seulement le 26 septembre. Il semble que le parti des électeurs de Saxe soit dangereusement fortifié. Du 16, le prince de Conti est presque bloqué en rade par les autorités de Danzig. C'est une nouvelle datée du 2. Le 25 octobre, le prince de Conti paroît confiant, mais le parti adverse est puissant. Et l'électeur de Saxe a fait frapper des médailles de son couronnement en qualité d'Auguste II, roi de Pologne. Du 2 novembre, on sut qu'à Ryswick, nos plénipotentiaires ont signé avec l'empereur et l'Empire. Le 19 novembre, on sut que le chevalier Bar avait appareillé le 6 à Danzig afin de faire revenir en France M. le prince de Conti, attristé par son échec si injuste. Du 23 novembre, le sieur Bruand, architecte distingué, mourut hier. Il édifia nombre de beaux hôtels et acheva l'église de la Salpêtrière et construisit notre hôtel royal des Invalides, dont le plan ressembla assez au palais de l'Escurial en Espagne et dont l'élévation est superbe. Du 7 décembre fut célébré ce jour à Versailles le mariage du duc de Bourgogne avec la jeune princesse de Savoie, sa fiancée. Après la messe, il y eut un grand festin. Le soir, malgré qu'il y eut mauvais temps, on tira depuis le bout de la pièce d'eau des Suisses un magnifique feu d'artifice qui suivit le souper. Le 31, je décidois que la duchesse de Bourgogne aura pour étrenne 12 000 francs. Selon mon habitude, je me fis présenter les comptes des bâtiments pour l'année qui se finit. La guerre qui, Dieu soit loué, s'achève, nous a contraints de mesurer chaque dépense. Il en est résulté que nos bâtiments ne coûtèrent que 1 186 000 francs, somme sur laquelle Versailles figure pour 260 000 et Marly pour 200 000 livres. Pour imiter le vieux Corneille, au mâne de Colbert, j'offre ce sacrifice. Eh bien, voici fini l'année 1697. Voici maintenant l'année 1698. Le 2 janvier, je ne vais plus aux comédies, sauf exception, et de même aux appartements. Il me plaît mieux de passer mes soirées en compagnie de Madame de Maintenon ou de travailler avec mes ministres. Quand nous sommes ensemble à Versailles, moi et Monseigneur, il y a comédie un jour, appartement un autre jour, et il n'y a rien le 3e jour. Du 5, je demandois aux évêques un tédum en action de grâce pour la paix conclue avec l'empereur et avec l'Empire. Du 1er février, je pris les mesures en faveur des officiers que la fin de la guerre a forcé de réformer. Le 10, ceux qui quittèrent le royaume sans ma permission ont 6 mois pour revenir, à charge d'y professer la religion catholique, apostolique et romaine. Du 15 février, il me fallut interdire plusieurs jeux de hasard, mais je sais que ces défenses n'ont toujours pas d'effet. Du 7 avril, on sut la mort de la pieuse mère Méchilde du Saint-Sacrement, moniale venue de Lorraine et qui fonda l'Institut de l'adoration perpétuelle. Le tsar Pierre, qui avoua longtemps séjourné incognito à Amsterdam pour s'informer de la construction des vaisseaux, est maintenant en Angleterre. On dit qu'il souhaite de faire venir ensuite en Moscovie des charpentiers de marine pour se constituer une grande flotte. Du mardi 8, on reçoit de Madrid de bonnes nouvelles du roi Charles II. Il est vrai que l'Europe entière se préoccupe de la santé de ce prince dont dépend l'avenir des Espagnes. Le 11, le duc de Lorraine va bientôt revenir en son pays. Mardi 15, nous continuons d'occuper plusieurs places d'Allemagne. Du 24, je fus à la Volerie, près du Vésinet. Du mardi 29, je donnai une grande audience au milord Portland et le soir, le Norrois à mon coucher, en lui donnant le bougeoir. Je me dois accoutumer à sembler tenir le prince d'Orange pour un vrai roi d'Angleterre, mais ce n'est point aisé. Madame de Maintenon le comprend fort bien.
Le 5 mai, le roi Guillaume nomma le Milord Jersey pour être son ambassadeur chez nous au lieu de Milord Portland. Ce comte de Jersey fut plénipotentiaire à Ryswick. Le 17 mai, veille de la Pentecôte, je fis mon bonjour ce matin avant de toucher 3000 malades. Il y en eut autant parce que je n'avois pu toucher à Pâques ayant la goutte. Le 20, je sus que monsieur l'archevêque de Paris et que monsieur de Meaux avaient fait chacun des réponses aux propositions suspectes de monsieur de Cambrai. 28 mai, pour la seconde fois, nous assurons amnistie aux déserteurs. Du jeudi 26 juin, monsieur de Meaux vint à Marly ce matin me présenter son livre qui a pour titre « Relations sur le quiétisme ». On y malmène, à bon escient, la dame Guyon, et par voie de conséquence, monsieur de Cambrai, Fénelon. Dans l'après-dîner, il fit aussi don de ce livre à beaucoup de courtisans. Le mois dernier, le tsar de Moscovie étoit passé d'Angleterre en Hollande. Du 23 juillet, le tsar fut reçu à Vienne par l'empereur. Nous avons scellé l'amitié qui lie la Suède à notre royaume. Le 20 août, nous publiâmes un règlement pour la navigation et le commerce des îles et des colonies françoises de l'Amérique. Du 25 août, je fis le sommaire et aussi le règlement du grand camp de manœuvre qui va bientôt se tenir à Compiègne. Le 26, nous avons ce jour confirmé les habitants d'Avignon et du comtat vénessin dans leurs privilèges anciens et n'être point dans ce royaume tenu pour étranger. Du 28, je quittois Versailles pour Chantilly, à la veille d'aller inspecter le camp de manœuvre de Compiègne. Le duc de Bourgogne fera à ce camp office de général en chef. Le 21 septembre, je suis fort satisfait du camp de Compiègne, près 10 jours de revue et 11 d'exercices d'hiver et de grandes manœuvres d'armée. Nous avons établi une compagnie royale de Saint-Domingue. C'est une des conséquences des traités de Ryswick, lesquels nous ont confirmé en la possession de ces grandes îles. Du 13 octobre, nous avons trouvé à nous entendre, moi et le roi Guillaume, car je tâche de ne plus dire le prince d'Orange, sur un partage des possessions du roi d'Espagne, si Charles II, qui est sans héritier direct, venait bientôt à mourir. Le 1er novembre, je donnai l'évêché de Fréjus à monsieur l'abbé Fleury. Du 13 décembre, on publia notre déclaration pour l'instruction des nouveaux convertis et leurs enfants. Le 15, nous avons imposé la création de séminaires dans les diocèses qui en sont encore dépourvus, alors que le Saint Concile de Trente, lequel les imposa, s'est achevé en 1563. Du 16 décembre, nous publiâmes une déclaration pour le respect du jour du Seigneur et de la messe du dimanche. On sut que Charles II, roi d'Espagne, bien que sa santé soit rétablie, fit un testament en faveur du prince électoral de Bavière. Cela vaut mieux s'il avoit choisi son successeur dans les rangs de la maison d'Autriche. En outre, on peut modifier un testament et le roi d'Espagne est toujours en vie. Le 29, je permets aux religionnaires ayant quitté le royaume d'y revenir et même d'y recouvrer leurs biens, à charge de professer désormais la religion catholique. Du 31 décembre, dans tout le royaume, nos intendants font des mémoires très exactes de chacune des provinces, nombre des habitants, richesses, canaux, grands chemins, commerces, mines, etc. Ces mémoires leur furent demandées l'an passé par M. de Beauvilliers pour l'instruction du duc de Bourgogne. Vauban fut en Alsace pour boucher la brèche ouverte par la perte de Brisac. Il a commencé de construire une ville nouvelle qui sera une véritable ville-forteresse, plus grande et mieux défendue que Mont-Dauphin dans le Dauphiné. Ce sera Neuf-Brisac, la nouvelle place de Brisac. Cette place couvrira toute la Haute-Alsace. À Versailles, Mansart commença les travaux de la chapelle. L'affaire du quiétisme peut hériter. Nous avions assez à faire à combattre la secte janséniste sans ce nouveau souci. On peut craindre que la succession d'Espagne ne soit bientôt cause de nombreux troubles. L'examen actuel des comptes des bâtiments révéla une dépense totale de 2 160 000 francs, dont 395 000 pour Marly et 292 000 pour Versailles. Ce sont des frais raisonnables et sans excès. Voici maintenant fini l'année 1698. Nous allons maintenant passer à l'année 1699. Du 4 janvier, le pauvre monsieur de Villacerf quitte la surintendance des bâtiments. Sa santé n'est pas bonne et sa direction s'en est ressentie. Nous nous sommes entendus avec les Hollandois sur un tarif douanier. Le 6, nous reçûmes en audience publique à Versailles le Milord Jersey, ambassadeur du roi Guillaume. Du 8, j'eus plaisir de confier la surintendance à Mansart. Du 19, nous protestons contre les prétendus droits du prince électoral de Bavière au trône d'Espagne. Du 26, nous avons établi le règlement de l'Académie royale des sciences. Du 27, la duchesse de Bourgogne alla pour la première fois à l'opéra à Paris. Cette jeune princesse me ravit et enchante la cour. Elle lui a redonné jeunesse et vie.
Du 29, le marquis de Louvois quitte l'hôtel royal des Invalides pour reposer désormais au couvent des Capucins. Desposit potentes décédé. Les gens d'esprit y verront une disgrâce posthume. Les autres diront que les travaux entrepris aux Invalides ont obligé à ce changement. Du 5 février, il y eut bal et mascarade à Marly. Grâce à la duchesse de Bourgogne, la cour aura un carnaval fort gai. Elle se transforme de jour en jour. Du 10 février, l'ambassadeur du sultan du Maroc arrive à Paris. Du 11, je dînois à Meudon chez Monseigneur et j'eus plaisir à faire la visite des jardins. Nous avons interdit aux nouveaux convertis non seulement de quitter le royaume, mais de changer de province sans permission. Le 17 février, je donnai à Versailles hier, en la chambre du trône, audience à l'ambassadeur du prince Moulay Ismaïl. Il fit une harangue fort belle, dont Rose me donna la traduction. Très haut, très excellent, très puissant, très magnanime et toujours invincible empereur de France, Louis XIV, Dieu bénisse à jamais le règne de votre majesté impériale. Après avoir rendu à Dieu les louanges qui lui sont dues, je dis roi sire que l'empereur Moulay Ismaïl, mon maître, fils de shérif, qui descend des princes de la très haute maison de Hachem, qui est empereur des deux Mauritanies, roi des vastes campagnes de l'impénétrable Afrique, prince de Biledulguéride et souverain d'une grande partie du pays des nègres, ayant par la grâce spéciale de Dieu rétabli la religion musulmane dans les 11 royaumes qu'il a conquis, et étendu son pouvoir souverain sur tous les peuples qui résident dans ce continent, il a fait consister le comble de sa gloire à acquérir l'amitié du plus grand et du plus puissant empereur de l'Europe. Du 23, je souffrois de la goutte, mais pus donner audience à l'envoyé de Bavière, lequel venoit me donner part de la mort du jeune prince électoral. Du 25, j'ordonnois un prélèvement de 1/6 en sus du prix sur les entrées à l'opéra et aux comédies en faveur de l'hôpital général. Du 27, les demoiselles de la maison de Saint-Cyr jouèrent à Versailles, chez Madame de Maintenon, Athalie, la tragédie de Racine. Du 15 mars, on dit que le pauvre Racine est au plus mal. J'en suis fort affligé. S'il disparoit, je ne serai point le seul à le regretter, car à la cour, il n'a que des amis. Le 22, un bref du pape Innocent XII, daté du 12 du présent mois, condamne l'explication des maximes des saints, l'ouvrage de M. de Cambrai. Du 31 mars, j'invite-toi à l'Académie des sciences à siéger au Louvre, elle y rejoindra l'Académie Françoise. 4 avril, le nonce me remit le bref du pape, je ne lui ai point caché que sa forme ne me plaisoit guère. Du 7, la ville de Paris contrôlera les travaux de la place de Vendôme, à charge de respecter les nouveaux plans de Mansart. De 15 avril, on connut le mandement de M. de Cambrai. Ce prélat accepte sa condamnation par Rome et s'incline devant la décision de sa sainteté. Le 21 avril, le pauvre Racine mourut à Paris, qui est toi gentilhomme ordinaire de notre historiographe. Il est toi de l'Académie Françoise et ses tragédies l'avoient fait illustre. Sa pièce de Phèdre lui ayant apporté des mécomptes, il ne vouloit plus écrire de tragédies païennes, surtout étant historiographe. Il fit ensuite des pièces religieuses, Esther et puis Athalie, fort belle et digne de ce beau génie. J'ai moi de m'entretenir avec Racine, qui de surcroît me faisait souvent de fois la lecture, quoique n'étant point mon lecteur. Le pauvre Racine fut un ami. Il eut un défaut, celui d'être attaché au Port-Royal, et il paroit qu'il sut veut faire inhumer près de Monsieur de Hamon. Du 22. Je suis pour 4 ou 5 jours à Meudon, chez Monseigneur. Mon fils me donne de grandes satisfactions, en qui j'ai mis mes espérances. Du 26, dans la chambre du trône, à Versailles, j'accordois à l'ambassadeur du Maroc son audience de congé. Le 5 mai, les nouveaux convertis ne pourront plus sans permission vendre leurs biens. Du 11 juin, nous avons signé un nouveau pacte avec le roi Guillaume pour un partage de la succession d'Espagne. Du 28, je prévois de Marly Madame la comtesse de Gramont pour ce qu'elle a passé plusieurs jours au Port-Royal des Champs et qu'elle paroit estimer et aimer une secte dont j'ai horreur. Du 5 juillet, je me suis installé à Trianon pour plusieurs jours afin d'obliger la duchesse de Bourgogne. Du 20 juillet, M. de Soucy me vint rendre compte à Marly de l'état des places et forteresses qu'il a visitées. Le 26, mon cher fils, le duc du Maine, prêta serment ce jour pour les charges de colonel général des Suisses et de grand maître de l'artillerie. Du 13 août, avec un retard de 7 années ou environ, la place royale dite de Vendôme fut inaugurée par M. le duc de Grève, gouverneur accompagné du corps de ville.
Le 18, j'admirois à Meudon les embellissements apportés par Monseigneur. 20 août, il y eut salon dans la grande galerie du Louvre, c'est à savoir la présentation des ouvrages des membres de l'Académie de peinture. Du 2 septembre, l'honnête monsieur Boucherat mourut à Paris. Je donne à l'office de chancelier de France à monsieur de Pontchartrain, le père. La place de secrétaire d'État de la Marine ira au fils de monsieur de Pontchartrain. Et le contrôle général des finances à mon ami Chamillard, qui sait si bien perdre au jeu de billard. Du 13 septembre, les nouveaux convertis qui quitteront le royaume sans permission seront condamnés, les hommes aux galères, les femmes à la prison. Du 23, je vis l'éclipse du soleil au travers de verres enfumés. Du 26, le marquis de Pomponne, Arnaud, mourut à Fontainebleau, regretté de tous les honnêtes gens. C'est toi un bon serviteur de l'État, il avoua la surintendance des postes et siégeoit comme ministre au Conseil. Le 28, je dois à M. de Torcy la charge de surintendant des postes qu'avoua son beau-père. Du 5 octobre, nos fortifications vont bien, quoique qu'elles nous coûtent cher. Vauban va m'apporter un grand nombre de plans et de devis. Du 26, le duc de Bourgogne entre conseil des dépêches à charge de ne point encore opiner. Du 27, l'ambassadeur d'Espagne nous pressa au nom du roi Charles II, son maître, de faire établir dans tout notre royaume l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Le 25 novembre, M. de Lorraine, le duc Léopold, vient à Versailles. Il nous rendit hommage pour le duché de Bar et autres terres mouvantes de la couronne, dont le chemin qui va de Lorraine en Alsace utilisé par nos troupes, conformément aux conditions du traité de Ryswick. 3 décembre, je n'ai point caché mon intention de réduire nos dépenses pour les troupes, la marine et les fortifications. 23 décembre, M. de Spanheim, chargé d'affaires, m'offrit de la part de M. l'électeur de Brandebourg un attelage de 9 fort beaux chevaux. Du 24, à Quatrain circule ici qu'écrivit Boileau d'Espéréo pour honorer Racine. Du théâtre François l'honneur et la merveille, il sut ressusciter Sophocle et ses écrits. Et dans l'art d'enchanter les cœurs et les esprits, surpasser Euripide et balancer Corneille. Le 25 décembre, le père Massillon de l'Oratoire fit un beau sermon, mais crut bon de remplacer le compliment habituel fait au roi par une simple prière pour sa majesté. Voilà du nouveau. Du 31, par un traité signé à Karlowitz entre la Porte, l'empereur, la Moscovie, la Pologne et Venise, la paix semble assurée à l'est de l'Europe et cela rassure l'empereur sur ses arrières à la veille d'une succession d'Espagne attendue. Ce qui rassure la maison d'Autriche n'a point lieu de nous rassurer. M. de Torcy a été fait ministre d'État. J'ai dépensé pour les bâtiments 2 776 000 livres, dont 768 000 francs à Marly et 762 000 à Versailles. M. de Cambrai laissa publier un certain récit des aventures de Télémaque, qui n'est cependant point la cause de sa présente et légitime disgrâce. Enfin, il faut savoir que le Soudan, ou sultan du Maroc, me fit demander pour l'épouser ma fille, la princesse douairière de Conti. Elle pouvait demeurer chrétienne. Elle eût régné sur son sérail. Le bonhomme Rose m'aidera à écrire la lettre de refus. Voici fini l'année 1699. Je vais maintenant entamer le nouveau XVIIIe siècle par l'année 1700. Du 7 janvier, ce carnaval commence dans la gaieté à Marly. Nous eûmes une mascarade du roi de la Chine, avec musique et ballet suivi d'un bal. Le samedi 9, le duc de Bourgogne s'en fut à Paris jouer l'opéra d'Alceste, chez la princesse de Conti et en sa compagnie. Du 11, hier et ce jour, j'eus la goutte. Le 22, je commande des embellissements pour les hauts de mardi. Le 28, hier, il y eut à Versailles un grand bal masqué dans mes appartements. Cette nuit, à 3 heures, on m'a réveillé à cause qu'il y avait un début d'incendie. Du 5 février, il y eut bal à Marly et mascarade d'après le Don Quichotte. Monseigneur y fit Sancho Panza. Le duc de Bourgogne voulut bien sourire. Quant à moi, je ne sois point de rire sans contrainte. Le 18, les divertissements du carnaval se poursuivent. Ce jour, la mascarade est toi à la turque. Du 22, j'omis de citer un édit daté de ce mois, lequel établit à Dunkerque une chambre de commerce. Avec donc une chambre de commerce. Voilà. Le 10 mars, M. Demeaux a revisité son discours sur l'histoire universelle. On en vend beaucoup, on en parle, surtout à la ville. Ce jour se distribue une ordonnance contre les scandaliseurs d'église, parleurs et preneurs de tabac. Je l'ai voulu surtout sur les instances de Madame de Maintenon que ces désordres blessent et choquent fort.
Du 14, ce dimanche soir, chez Madame de Maintenon, je vis un arracheur de dents, lequel opère sans douleur. C'est un jeune Italien d'une habileté merveilleuse. Je lui ai accordé un privilège et lui ai fait donner 500 francs. Il faudra qu'il s'occupe bientôt de mes pauvres dents. Du 31 mars, nous nous accordâmes avec l'Angleterre et avec les Provinces-Unies secrètement pour un partage des États de mon cousin, le roi d'Espagne, qui n'a plus de santé et qui n'a point d'enfants. Cependant, M. de Torcy, qui a lu toutes les fables du sieur de La Fontaine, s'enhardit pour nous divertir jusqu'à en réciter une. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mise par terre. Je lui dis que nous n'étions point les seuls chasseurs d'ours et que Charles II d'Espagne s'en doit vraiment par terre. Le partage se pourra faire entre Monseigneur et le second fils de l'empereur. Le 10 avril, samedi saint, m'étant confessé hier au père de la Chaise, je fis ce matin mon bonjour à la paroisse de Versailles avant de toucher beaucoup de pauvres malades. Du lundi 12, je fus à Marly où je change mes fontaines. Le 18, mon cousin le duc de Berswick, qui est veuf, est près de faire un mariage d'inclination. Ce qui est impossible au roi est permis à de certains fils de rois. Le 6 mai, mon petit chariot que poussent mes porteurs et que je gouverne de l'avant faillit être renversé et dévaler à grand fracas la pente dans les jardins de Marly. Le 8, j'écrivis à monsieur le cardinal de Bouillon que je le voulois exiler et que je lui retirerai son office de grand aumônier. Il a pris le parti de monsieur de Cambrai. Du 22 mai, les Anglois et les Hollandois se sont entendus à leur tour pour vendre la peau de l'ours. Du 2 juin, l'Assemblée du clergé commença à Saint-Germain. Un édit daté de ce mois de juin va régler les pouvoirs du lieutenant général de police de Paris par relation avec ceux de monsieur le prévôt des marchands. Du 6 juin, monsieur de Meaux fit un mémoire sur l'état présent de l'Église. Le 29 juin, nous créâmes une commission extraordinaire du Conseil, le Conseil au bureau de commerce. L'empereur n'a pas encore accepté pour l'archiduc son fils une part du gâteau espagnol. Du 30, je pris médecine. Monsieur de Vendôme, dont le mal est de ceux que j'eus et n'aura jamais, est parti chez lui en Annette se mettre dans les remèdes en attendant de se confier au chirurgien. Le 1er juillet, à Versailles, je remis la barrette à monsieur de Noailles, archevêque de Paris, qui fut fait cardinal le 21 juin. Le 3, j'allai à Cour le Lièvre avec les chiens de mon fils, le comte de Toulouse. Le 9, monseigneur fut Cours-le-Loup à Saint-Germain. Il fut une très belle chasse. J'appris que le duc de Bourgogne tuait le loup, le servant à l'épée. Du 11 juillet, je fis cet après-dîner un beau spectacle. Les tambours de mon régiment dansèrent, l'épée à la main, et en disant même des vers. On leur donna pour boire 30 pistoles. J'ai plaisir à savoir que le duc de Bourgogne va Cours-le-Loup avec monseigneur. La vénerie développe le courage des princes et les prépare au péril de la guerre. Le 12, je fis admirer les jardins de Marly à monsieur le chancelier, c'est avant-hier. Le 20, je ne sortis point du tout le jour, à raison de la colique dont je souffris la nuit dernière. Du 25, une déclaration de ce jour oblige d'envoyer faire les travaux des champs, les mendiants oisifs des villes. Du 27, madame la duchesse de Bourgogne voulut faire la promenade avec moi. Elle est toujours à rire ou à sourire. Le 15 septembre, monsieur le nôtre mourut à Paris, fort âgé, assurément regretté de tous. Il fit les plus beaux parcs du monde. Les Tuileries, Vaux-le-Vicomte, Versailles, Clagny, Marly, et sa gloire gagna tous les pays. C'était un homme rare, honnête, singulier en son art, et infiniment zélé pour mon service. On a dit qu'à Versailles, j'avais dompté la nature. Il me semble que je ne fus point le seul à le faire. M'ont aidé messieurs de la Quintinie et Francine, m'aida surtout le bonhomme le nôtre. Il a toujours saisi mes intentions, souvent prévu mes desseins, avant de combler nos désirs. Lebrun et Mansart en agirent de même, mais se trompant parfois, jamais le nôtre. Lui ne commit d'erreur. Il n'est pas, je crois, de compliment plus beau. Du 6 octobre, on apprit la mort d'Innocent XII. Ce pape mourut le 27 septembre. L'on eut aussi de mauvaises nouvelles de la santé du roi d'Espagne. Et il paroit que, à Madrid, les affaires publiques sont dans le plus grand désordre. Du 9, Sa Majesté catholique se portera considérablement mieux, c'est du moins ce que se disait à Madrid le 1er de ce mois. Il y eut comédie ce soir, on joua l'avare, mais les comédiens n'étaient pas bons et je ne suis point resté jusqu'à la fin, malgré les supplications de ma chère duchesse de Bourgogne. Si le roi d'Espagne venait à mourir, on suspendra les spectacles. En attendant, nous avons une armée toute prête aux abords de la frontière d'Espagne. Le jeudi 14, le cardinal de Noailles part pour Rome afin de participer au conclave. Du 16 octobre, les nouveaux convertis sont et seront tenus d'envoyer leurs enfants à l'école de la paroisse de leur résidence.
31 octobre, toujours à Fontainebleau, M. de Rancé, abbé de la Trappe, et réformateur fameux de cette abbaye, mourut en odeur de sainteté le 26 de ce mois, assisté de M. de C. Il avoit 74 ans, étant connu pour ses austérités et sa rigueur, ayant introduit dans l'ordre de Saint-Bernard l'esprit sublime et rude des pères du désert. Il conseilla les princes et les évêques, qu'on l'appela parfois l'abbé Tempête, pour ses saintes colères. Du 2 novembre, toujours à Fontainebleau, M. de Tallard, qui nous vient de La Haye, assure que le roi Guillaume et les États généraux demeurent fermes dans le traité de partage des États du roi catholique qu'ils ont fait avec la France. Du 6, il semble que M. Dantin ait déjà gagné au jeu plus de 700 000 francs. Pour sa part, le comte de Toulouse prend de bonnes résolutions et me fait dire qu'il ne jouera plus de toute sa vie. Du dimanche 7, le roi d'Espagne aura fait un testament tout au bénéfice d'un prince de notre maison, le duc d'Anjou, le duc de Berry. Le mardi 9, toujours à Fontainebleau, nous eûmes connoissance du testament du roi Charles II. Ne voulant à aucun prix que ses États soient partagés, il a prévu un héritier unique. Ce ne peut être le duc de Bourgogne, destiné à être un jour roi de France. C'est donc le duc d'Anjou, son frère, à son défaut le duc de Berry, à défaut du duc de Berry, l'archiduc. À défaut de l'archiduc, soit qu'il mourut, soit qu'il devint empereur, le duc de Savoie. Il y a beaucoup de sagesse en tout cela. Et la France, qui est pourtant notre cousin n'aime guère, il y a la part belle. Mais que dira et que fera le reste de l'Europe si nous acceptons le lait si généreux de Sa Majesté catholique? Du mercredi 10, toujours à Fontainebleau, hier, nous examinâmes au Conseil l'affaire de la succession d'Espagne. M. Torcy, rapporteur, conseilla l'acceptation, le risque de guerre avec l'empereur étant le même que dans le cas d'un partage. Monseigneur fut pour l'acceptation, M. de Beauvilliers pour le partage, le chancelier présenta le pour et le contre. Aujourd'hui, les positions furent plus claires. M. de Beauvilliers et le chancelier Pontchartrain s'étant ralliés comme M. de Torcy à l'idée d'accepter le testament espagnol. Du 12, je vis hier l'ambassadeur du roi d'Espagne et lui révélois notre accord. Je fis ce jour ma lettre d'acceptation à l'intention de la reine-mère à Madrid. Du 16 de novembre à Versailles, je reçus monsieur l'ambassadeur d'Espagne en mon cabinet, puis le duc d'Anjou. Je dis au premier, vous le pouvez saluer comme votre roi. Puis je fis ouvrir les portes et présentoi mon petit-fils aux courtisans. Messieurs, leur dis-je, voilà le roi d'Espagne. Plus tard, l'ambassadeur d'Espagne déclara, quelle joie, il n'y a plus de Pyrénées. Quant à Monseigneur, dont la joie faisait plaisir à contempler, il dit « Je crois que jamais homme ne se trouva comme moi en état de pouvoir dire « Le roi mon père et le roi mon fils ». Du mardi 23, je fus ministre d'État mon ami Chamillard, lequel me sert depuis longtemps et à mon gré. Le 3 décembre, on m'apprit à mon lever que le conclave à voix à Rome choisit le cardinal Albano, ce sera le pape Clément XI. Comme M. de Torcy l'avait prévu, nous apprenons que l'empereur se prépare ouvertement à la guerre. Samedi 4, mon petit-fils, Philippe V, nous quitte, étant en route vers le royaume d'Espagne qui l'attend. Du 20, nos lettres patentes de ce mois précisent que le duc d'Anjou, devenu roi d'Espagne, n'a pas perdu pour cela ses droits à la succession de France. Du 31 décembre, on me purge tous les mois, je me porte bien. Nous avons perdu le sieur Tuby, sculpteur de talent. Avant le départ du duc d'Anjou, je lui remis un mémoire en 33 courts articles destinés à le guider dans son office de roi. Comme chaque année, j'ai examiné les comptes des bâtiments, lesquels, pour un temps de paix, sont raisonnables et modérés, allant seulement à 2 591 000 francs, dont 833 000 pour Versailles et 600 000 pour mon cher Marly. Voilà fini l'année 1700. Je vais maintenant vous faire l'année 1701. Le 5 janvier à Marly, nous apprenons la mort de M. de Barbezieux, secrétaire d'État depuis 10 ans. Il a succédé à M. de Louvois, son père. Il est à près de 58 ans que le Tellier occupa l'office. Le royaume leur doit plus d'ordre dans le recrutement et la discipline des armées, plus de raison dans les plans de campagne, plus d'efficace dans l'entretien des troupes en campagne. Louvois, outre cela, prétendit diriger la guerre. Le 7 de janvier, à notre coucher, nous sûmes hier soir que nous avions perdu un ami, le président Toussaint Rose, mort à Paris le même jour, à la veille d'avoir 90 ans. Il est toi président des comptes de l'Académie françoise, il est toi secrétaire de notre cabinet depuis 1657, il écrivoit à la vitesse où l'on parle, connaissoit ma façon d'écrire et avoir permission de signer Louis à ma place, il savoit tout de moi, secret d'État et vie privée, mais sa discrétion est toi admirable et admirée. On eût plus aisément tiré de l'huile d'une muraille que de rose un secret.
Le samedi 8, Chamillard vint à Marly à mon lever, et je lui offris le département de la guerre laissé vacant par la mort de Barbezieux. Il en fut ravi, mais espéra en échange être débarrassé de celui des finances, ce qui nettoie nullement mon intention. Contrairement au sentiment de madame de Maintenon, qui pourtant estime Chamillard, je le crois capable de cumuler les deux fonctions, une expérience toute nouvelle. Du lundi 17, revenant de l'achat, j'appris la mort du vieux Bontemps, mon premier valet de chambre. Comme Rose, Bontemps a sa voix tous mes secrets. Comme Rose, Bontemps se roi fait couper bras et jambes plutôt que d'en trahir aucun. Cette vertige, ce respect de mon secret domestique, cette fidélité sans mesure à voix d'Alexandre Bontemps, fait l'ami de mon maître, de son maître. Au début du présent mois, j'aurais pu me compter 4 amis. Rose, Bontemps, Dangeau et Vauban. Car il est de vrais amis ailleurs qu'au Monomotapa. Même pour un prince jugé distant et fier, de prix ce soir, je n'ai plus que 2, Vauban et Dangeau, plus éloignés de leur roi que les 2 autres. C'est une des contraintes du métier de monarque. Nombreux sont les flatteurs et les courtisans, plus rares sont les amis. Au roi de s'efforcer de trouver le remède. La guerre menace, nous allons bientôt ordonner la levée des milices. 26 de janvier, hier, monsieur de Spanheim, envoyé de Brandebourg, eut son audience de congé. Le royaume ne reconnaît point, en effet, le couronnement de l'électeur Frédéric en qualité de roi en Prusse. Chaque jour, nous nous employons à renforcer nos armées, car la guerre peut survenir. Du 12 mars, le rétablissement de la capitalisation est une précaution nouvelle en raison du danger de guerre. En février, nous gagnâmes l'alliance de monsieur l'électeur de Cologne. Maintenant, nous avons aussi celle de monsieur l'électeur de Bavière. Le 20 mars, nous avons hier au soir pensé perdre Monseigneur. Après avoir tiré à Meudon, il est toi revenu souper avec nous à Versailles, avoir mangé toujours trop, et toi venu comme à son habitude nous entretenir en mon cabinet, paraissant en toutes ces choses dans la meilleure santé du monde. Or, à peine descendu chez lui par le petit degré, il perdit connaissance en se relevant de son prie-dieu, ayant eu un coup de sang, en étant tombé comme mort. Messieurs Fagon et Félix furent requis. Félix saigna sans tarder Monseigneur, tandis que Fagon lui prépara des remèdes, sous l'action de l'émétique. Dieu aidant, la nature se dégagea. Vers 2 heures de la nuit, M. Fagon le pensa sauvé, mais Monseigneur ne négligea point pour entendre se confesser, priant M. le curé de l'assister jusqu'au matin. Ce matin, après tant d'émotions, tout paraissa rentrer dans l'ordre. Ce n'avait pas été une apoplexie, seulement un jectus sanguinis, comme l'assure M. Fagon. C'est à savoir une plénitude du sang, très heureusement traitée et qui n'aurait pu l'être à temps si Monseigneur avait été frappé soit à Meudon, soit entre ici et Meudon. Je reste fort inquiet après cet avertissement du ciel. Le 25, un prix vient de Calais annonçant la mort du prince d'Orange. J'ai ordonné à monsieur le lieutenant de police d'empêcher à Paris mousquetade ou feu de joie, de peur que la mort de Guillaume III n'ait été qu'un faux bruit. Du 11 avril, nous avons traité avec le duc de Savoie. En échange de subsides, 150 000 francs par mois, ce prince nous fournira en Italie 8 000 hommes de pied de 1 500 chevaux. Puisse la Savoie être devenue une alliée plus fidèle qu'elle le fut jadis et naguère. Le 28 de mai, le maréchal de Tourville mourut la nuit dernière à Paris. Ce fut un fort grand homme de mer, admiré en France, mais aussi par les Anglois et les Hollandois, lesquels sont à cet égard assez bons juges. La marine le regrettera, car c'est toi un fort honnête homme, un chef savant, courageux, prudent et modeste. Sa place de vice-amiral ira à monsieur de Château-Renaud. Le 8 juin, monsieur vint à Saint-Cloud dîner avec moi à Marly. Je le pressois une fois encore de se faire saigner très fort, le menaçant d'employer la force, mais tout cela vainement, car il ne veut rien entendre. Après mon souper, l'on me vint dire que monsieur s'était fait saigner et avoir pris de l'émétique. Il paroit qu'il avait eu une grande faiblesse et que sa langue était fort épaisse. Un nouveau message nous rassura, tandis que nous nous apprêtions à partir pour Saint-Cloud. Du 9, je fus averti que monsieur et toi au plus mal. J'allais au plus vite à Saint-Cloud où mon frère ne me reconnut pas. Il n'était pas encore 3 heures du matin, j'entendis la messe en cette place, puis revins à Marly, à 1 heure de relevé. Fagon me vint annoncer la fin de monsieur. Je fondis en larmes, et mon dîner en public fut bien triste et fort court. Je ne puis m'accoutumer à songer que je ne revois jamais mon pauvre frère. Le 18 juin, l'Assemblée du clergé, qui se tiendra dans 4 jours à Paris, nous accordera un don gratuit de 4 millions au lieu de la capitation. Du 26 juin, le traité avec le Portugal est conclu. Monsieur le président Rouillet, notre ambassadeur à Lisbonne, nous a fort bien servi. Le 30 juin, le Parlement de Londres vient d'établir une règle de succession au trône d'Angleterre. Le souverain doit professer la religion anglicane,
telle qu'elle est définie par les lois. Ainsi se trouveront exclus tout prince catholique. Le 17 de juillet, nos affaires vont assez mal en Italie. Le prince Eugène l'a emporté sur nos troupes à Carpi, bien que ces dernières se soient comportées avec tout le courage imaginable. Les impériaux vont pouvoir dominer le pays situé entre l'Adige et l'Adda. Monsieur de Catinat, qui manque de soldats, est désormais contraint de faire retraite. Hier, nous avons publié le nouveau règlement de notre académie des inscriptions des médailles. Le 14, je fus à Meudon, à Paris, afin de voir et admirer pour la seconde fois l'église des Invalides et son dôme. J'allai ensuite au réfectoire en compagnie des dames et nous vîmes souper un grand nombre de nos vieux soldats. Le mercredi 20, nous avons fait chef d'escadre, le vaillant Ducasse, habit marin et chef de guerre heureux. Du 23, je fis 2 promenades dans les jardins, au cours de celle de l'après-dîner. J'annonçois aux courtisans et aux dames que Marly est toi achevé. Je n'imaginois plus d'embellissement ici. Le 5 septembre, je vins visiter le roi d'Angleterre à Saint-Germain, lequel me fit quérir à cause qu'il craint de mourir. Le 10 de septembre, nous avons commis l'imprudence, le 1er de ce mois, d'attaquer le prince Eugène, lequel étoit solidement campé à Chiari. Monsieur de Savoie s'exposa, monsieur de Catinat se battit comme un grenadier, mais le combat fut perdu pour nous et nous eûmes 1500 hommes, tant tués que blessés. Du 13 à Saint-Germain, je pris une décision que n'eussent point approuvé ni le cardinal de Richelieu, ni le cardinal Mazarin. Ému par le spectacle de mon cousin Mouron, je dis à ce malheureux que j'étais prêt à reconnaître après sa mort le prince de Galles en qualité de roi d'Angleterre. Cela me mit l'âme en paix. Mais je sais aussi que les traités de Ryswick ne me l'interdisoient point absolument. Le 16 de septembre, Jacques II mourut pieusement à Saint-Germain. Le prince de Galles est aussitôt reconnu par nous et au nom du pape par le nonce en qualité de roi Jacques III. Du 18, le 11 de ce mois, Philippe V épousa par procuration à Turin la princesse Marie-Louise Gabrielle de Savoie. Du 30 septembre, on sut qu'il s'était signé à La Haye un traité d'alliance hostile à la France réunissant l'empereur, l'Empire, l'Angleterre et l'Hollande. Le 2 octobre, Milord Manchester, qui est l'ambassadeur et l'usurpateur du trône d'Angleterre, quitte la France sur ordre à cause que nous avons reconnu roi Jacques III. Le 4 octobre, M. de Torcy m'apprit qu'une sédition avoit troublé Naples, les séditieux criant « Vive l'archiduc !» et ne reconnaissant plus comme roi d'Espagne et de Naples que l'archiduc Charles au lieu de notre petit-fils Philippe V. Le 6, Château Renaud et sa forte escadre furent bien reçus à Lisbonne, et par le roi et par la foule, laquelle, dans les rues, cria « Vive le roi de France !» Le 13, depuis le milieu de la nuit, je souffris d'un dévoiement. Il n'y eut point de conseil, je pris de la sauge et de la véronique. Le 14, je fus malade une grande partie de la journée et ouïs la messe dans mon lit. Du 23 novembre, monsieur l'électeur de Cologne accepte une garnison françoise à Liège. Le 31 décembre, on assure que l'électeur de Brandebourg sera sur le point de rejoindre l'Alliance de la Haye. Cette année, l'Europe entière se préoccupe de la succession d'Espagne. Les uns voudraient une part du gâteau, les autres voudraient détrôner Philippe V. Bien des princes sont contre nous et notre engagement envers Jacques III n'arrangera rien. Nous avons pour alliés sûr l'Espagne, pour alliés moins fermes les Portugal et la Savoie. Je suis assiégé par mes médecins, désormais purgés tous les 21 jours. Le contrôleur général a tout fait pour obtenir les bonnes grâces des gens d'affaires. Et il multiplie les expédients, réduction des rentes, création d'offices presque inutiles, comme au temps de la précédente guerre, car la guerre générale peut survenir et nos préparatifs coûtent fort cher déjà. Comme tous les ans, nous examinâmes les dépenses de nos bâtiments, 2 553 000 livres, dont 758 000 pour Versailles, 391 000 pour Marly, 232 000 pour Fontainebleau et 108 000 pour Saint-Germain. Les embellissements peuvent attendre, ce n'est point le cas pour nos armées et pour la marine. Et ben voilà, fini l'année 1701. Je vais arrêter maintenant cette lecture, car je commence un peu à fatiguer, mes amis. Donc nous entamerons la 10e partie. Ça sera l'année 1702, et étant donné qu'il reste encore 13 années, puisque Sa Majesté très catholique Louis XIV mourut le 5 septembre 1715, donc je ne ferai pas d'histoire de France mardi. Je vais me reposer un peu. Vous aurez mardi la suite de la lecture de Journal secret de Louis XV, 10e partie, et je pense que je finirai par la 11e partie jeudi prochain. Je vous dis merci à tous d'avoir été présents à l'écoute de cette histoire de France.
espérons que le récit sur Louis XIV partie 9 vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, le journal secret de Louis XIV partie 10.